Salut les gens, aujourd'hui on va parler de l'âge de la Terre. Bah c'est pas 6000 ans? Non, il commence pas, putain. Bon, on va faire les choses dans l'ordre, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Tout commence par une étoile, le Soleil. Alors non, justement, ça commence pas par le Soleil, ça commence par une étoile, une autre étoile, qui a vécu sa vie d'étoile et qui est morte en supernova. Et lorsqu'elle explose en supernova, elle va justement dégager un immense nuage de poussière et de gaz. C'est d'ailleurs à ce moment-là de sa vie d'étoile qu'elle va produire les éléments les plus lourds, qui sont plus lourds que le fer. Et donc on se retrouve avec un immense nuage qui contient plein de trucs. Et comme cette étoile, elle tournait sur elle-même, et ben par conservation du moment angulaire, et ben ce nuage, il tourne sur lui-même. Ce qui fait qu'avec le temps, il va finir par s'aplatir en un disque qu'on appelle disque d'accrétion. Et au centre de ce disque, la gravité et l'énergie cinétique de ce qui s'y trouve va faire que ça va commencer à devenir de plus en plus dense et de plus en plus chaud, jusqu'au moment où ça va être si dense et si chaud que l'hydrogène va fusionner en hélium. Et c'est ainsi qu'est né, il y a environ 4,57 milliards d'années, notre Soleil. Mais autour de ce Soleil, donc, on a un disque avec poussière et gaz qui tourne, et à cause de la gravité, les éléments les plus lourds et les plus légers vont se différencier jusqu'à donner en fait des sortes d'anneaux qui tournent autour du Soleil. Des anneaux de gaz et de poussière. Ça commence par un grain de poussière qui va se coller avec un autre grain de poussière, et puis du coup ces deux grains de poussière ensemble, ils sont plus lourds que le grain de poussière d'à côté, donc il va être attiré, et puis qui vont venir s'agglutiner comme ça. Et puis voilà, enfin, c'est toujours la même histoire. Hein. Et donc on se retrouve avec des anneaux qui par la suite vont donner les différentes planètes de notre système solaire. Sauf pour la ceinture d'astéroïdes. Parce qu'en fait la présence de Jupiter va empêcher qu'au niveau de la ceinture d'astéroïdes, ça puisse vraiment s'agréger en une planète. Enfin, c'est un autre sujet. Et à environ 150 km. Et à environ 150 millions de kilomètres du Soleil, eh ben, le troisième anneau va donner naissance à la Terre. Et comment on le sait, ça? Quoi? Bah que c'est comme ça que ça s'est passé pour le système solaire. Je comprends que la théorie est belle, elle est élégante et tout, mais comment on sait que vraisemblablement, c'est bel et bien comme ça que ça s'est passé? Bah, une preuve solide que les éléments telluriques du système solaire, donc c'est les éléments solides, hein, c'est les planètes solides, les astéroïdes, bah, une preuve solide qu'ils ont la même origine, et la même origine que le Soleil, c'est leur composition similaire en éléments réfractaires. Arrêtez d'inventer des mots! Une substance réfractaire, c'est simplement un matériau dont la température d'ébullition est élevée. En fait, c'est le contraire d'une substance volatile. Vous voyez ce que c'est une substance volatile? Bon bah là c'est le contraire. Oui, c'est ce que je viens de dire. Oui, bah c'est ce qu'elle vient de dire. Ça aussi, c'est ce que je viens de dire. Vous m'entendez là? Hello! 1, 2, 1, 2. Terre brûlée, au vent, des landes de pierre. Oui Valentine, on t'entend bien, t'inquiète. Dans le système solaire, les planètes telluriques, les astéroïdes et les objets transneptuniens, En gros, tout sauf les planètes gazeuses, hein, sont constitués d'éléments réfractaires. Pour donner quelques exemples, parce que c'est pas nécessairement hyper naturel, le plomb, le sodium et le soufre, bah, c'est des éléments volatiles. Tandis que le titane et l'aluminium, bah, c'est plutôt des éléments réfractaires. Bref. Et en gros, les éléments réfractaires sont souvent divisés en deux catégories. Les éléments lithophiles réfractaires Qu'on rencontre souvent avec des oxydes minéraux. C'est des éléments qui s'associent bien avec l'oxygène. et les éléments sidérophiles réfractaires. Qui eux s'associent plutôt avec le fer en fusion. Et donc, quand on observe la composition en éléments réfractaires de la Terre, des astéroïdes, mais également du Soleil, l'idée selon laquelle leur origine est commune est assez convaincante. Merci Valentine. Et on retourne donc à notre jeune système solaire. Alors au début, la partie gazeuse de la Terre, son atmosphère si vous voulez, c'est plutôt des éléments très très légers, type hydrogène, hélium, mais qui sont balayés par des vents solaires. Même si à ce moment-là, notre Soleil, il tourne environ à 70% de sa puissance. Hein. Il n'est pas encore lancé à fond. Il a mis plusieurs milliards d'années hein, à monter en régime. Ce qu'on appelle communément un veau, même si c'est pas le sujet. Je précise également que pour l'instant, le noyau de la Terre n'est pas différencié. Ce que ça signifie, c'est qu'il n'y a pas encore de magnétosphère. Donc il suffit de pas grand-chose pour dégager des trucs avec des vents solaires. On est à peu près, il y a 4,5 milliards d'années, on est à peu près au début de la planète Terre, et maintenant on va parler d'Éon. Charles d'Éon de Beaumont, dit le Chevalier d'Éon, était un diplomate et un espion français à l'époque de Louis XV. Il est né en 1728 et il est resté célèbre pour son goût pour le travestissement, qui fait que les gens qu'il côtoyait ne savaient pas précisément s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. Et... Ben? Ouais. C'est pas de ça dont on parle. Ah bon? Ouais, on parle des éons. Des éons. C'est la plus grande subdivision des temps géologiques.
Ah merde. Mais en tout cas, ça fait super plaisir de t'avoir ici, hein. Je veux dire, tu viens quand tu veux. Non mais là, enfin... Bon, c'est un peu embarrassant parce que du coup, moi, j'interviens, je tape à côté... Titre. Non mais il faut vraiment pas t'en vouloir, hein. Je veux dire, c'est une erreur que tout le monde aurait pu commettre, hein. Je veux dire, il y a vraiment pas de souci. Donc on est sûr, là, ça parle vraiment pas du tout de chevalier. Ah non, non. Là, on parle de l'âge de la Terre. Ouais, en effet, ouais. Bah j'y vais, du coup. Hein. Ouais. Bon bah salut, hein, bon épisode. Salut. Ah, et Ben, ouais. GG pour les samouraïs. Merci, ça fait plaisir. On en était où, du coup? Ah oui, les éons. Les temps géologiques, vous le savez, c'est des temps longs. On peut pas diviser ça en années, en siècles ou même en millénaires. On a l'habitude de parler de temps géologiques, comme le Jurassique, le Cétacé, le Crétacé, pas le Cétacé. Le Cétacé, c'est les baleines. Putain, mais c'est d'une lourdeur. Je l'ai écrit, ça? Je m'en occupe si tu veux. Ouais, s'il te plaît, vas-y. Bouge pas. Selon la durée des périodes qu'on étudie, on va avoir différentes subdivisions dans le temps géologique. L'unité de base, c'est l'étage, les produits laitiers. C'est bon pour la santé. Et un étage, c'est déjà quelques millions d'années. D'ailleurs, les étages, on les appelle communément des âges. L'âge de pierre, c'est un étage. Voilà, au-dessus de l'étage, il y a la période, même si on parle de plus en plus de système que de période, parce qu'en l'occurrence, ça correspond plus à des formations géologiques qu'à une période dans le temps, justement. De toute façon, la nomenclature a vachement changé depuis l'époque où moi j'étais à l'école. Oui, le 19e siècle. Oui, Alors non, pas du tout. Et je t'emmerde. Oh, il y a pas que moi que t'emmerdes. Donc, je disais, quand j'étais à l'école, on apprenait les ères primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires. Alors qu'on parle plutôt aujourd'hui de paléozoïque, de mésozoïque et de cénozoïque pour les deux dernières. Voilà. Et donc, les périodes, enfin je veux dire les systèmes, Je propose qu'on n'entre pas trop dans le détail, sinon ça va durer 2 jours, parce que rien que entre les systèmes et les étages, en vrai, il y a les séries ou les époques. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est qu'un système n'a pas une durée fixe, puisque c'est lié à un processus. Mais typiquement, ce qu'on appelait avant l'ère jurassique, aujourd'hui on appelle ça un système qui fait partie de l'ère mésozoïque. Et là, concernant les ères, on en est à l'échelle de quelques centaines de millions d'années. et normalement, quand on compte en centaines de millions d'années, on est plutôt tranquille niveau échelle. Enfin, sauf si on parle par exemple de la formation du système solaire, auquel cas on est un peu léger. D'où la notion d'éon. Léon, merci pour ces 4 médailles, c'est la plus grande subdivision du temps géologique, ça peut durer de 500 millions d'années jusqu'à 1,5 milliard d'années. Voilà, et donc tout ça, c'était juste une immense digression, pour dire simplement que l'âge de la Terre s'est divisé selon une échelle chronologique à laquelle on n'est pas vraiment habitué, quand c'est pas notre domaine de compétence. Et donc la Terre, actuellement, elle est âgée de 4 éons. Plus précisément, on est actuellement dans le 4e éon. Attends, on n'a pas fini, faut encore qu'on parle de chronostratigraphie parce que sinon... Non, parce que sinon, quand on aura fini, on aura entamé le 5e éon de la Terre. Et ça, c'est une vanne que vous n'entendrez pas tous les jours. Donc quoi maintenant? Maintenant, juste, on décrit successivement les 4 éons de la Terre. Tu veux commencer? Franchement, le premier éon, niveau caillasse, c'est pas le plus intéressant, donc je te ferai signe quand j'aurai envie d'intervenir. Bon, très bien. Le premier éon de la Terre, c'est l'AD1, qui a commencé il y a à peu près 4,6 milliards d'années pour se terminer il y a à peu près 4 milliards d'années. Et qu'est-ce qui se passe pendant cet éon-là? Déjà, c'est la période de l'histoire de la Terre qu'on connaît le moins bien, pour des raisons qui vont vous sembler évidentes dans quelques secondes. Calmez-vous. Spoiler, c'est parce qu'il y a plein de trucs qui ont vachement changé, mais sans laisser de traces qui sont faciles à étudier. Durant l'AD1, sur Terre, il n'y a pas d'océan, il n'y a pas d'oxygène dans l'atmosphère, atmosphère qui, par ailleurs, je vous le rappelle, se prend des vents solaires plein la gueule. Pour l'instant, la Terre a déjà fait le ménage dans son voisinage, sur son anneau d'accrétion, si vous voulez, mais elle n'a pas fini de grossir, elle continue de bouffer encore des astéroïdes, donc elle continue de grossir gentiment. Le tout pendant encore des millions d'années. Ce qu'elle se prend dans la gueule, ça réchauffe sa surface, mais par ailleurs, elle est également chauffée par son rayonnement interne, par sa radioactivité interne. Ce qui fait que les roches sont à l'état de fusion, et ce qui fait que cette période m'intéresse moins, parce qu'il n'y a rien à lécher sans risque à l'époque. Alors, je suis désolé, mais mes titres. Les roches en fusion libèrent des gaz, donc principalement de l'azote, du CO2, du méthane et de l'ammoniac, et il est vrai, un peu de vapeur d'eau. Mais on l'a dit à ce moment-là, la Terre, elle n'a pas vraiment d'atmosphère, notamment elle n'a pas de couche d'ozone qui protège contre les rayons ultraviolets du Soleil, et donc les rayons ultraviolets du Soleil s'en donnent à cœur joie et détruisent beaucoup des molécules de gaz, ne laissant globalement que du CO2, du diazote et de la vapeur d'eau. Et alors, franchement, c'est pas plus mal, parce que, à choisir entre le méthane ou l'ammoniac, je préfère pas choisir, en fait. C'est-à-dire, le premier pue la merde, et le deuxième pue la mort. Super. Mais puisque le cœur de la planète est en fusion, à cause de la radioactivité interne, je rappelle, il va se passer un phénomène essentiel pour la Terre, la différenciation du noyau. C'est-à-dire que le noyau de la Terre, à ce moment-là, il est liquide. Donc, les éléments qui sont les plus lourds
vont avoir tendance à tomber vers le centre de la Terre, tandis que les moins lourds vont avoir tendance à aller plus ou moins flotter, si vous voulez, à remonter vers la surface de ce noyau liquide. Et pendant les quelques 15 millions d'années que le noyau de la Terre a mis à se former, les éléments les plus lourds, à savoir le fer, et dans une moindre mesure le nickel aussi, sont tombés vers le centre. Ce qui a eu deux conséquences. Déjà, ça a fait monter la température dans le noyau, ce qui fait que le processus de différenciation s'est accéléré, s'est emballé. Mais surtout, le noyau de fer liquide qui est au centre, il crée, en tournant, toujours cette histoire de conservation de moment angulaire, vive la mécanique newtonienne, un champ magnétique par effet dynamo. Et c'est ce champ magnétique qui va protéger l'atmosphère de la Terre, vous allez voir. Donc je résume, tout est méga chaud, les météorites sont dégazées, les UV ont pété à peu près tout ce qu'il y avait de gazeux, notamment le méthane. Et comme le méthane contient de l'hydrogène, ça fait beaucoup d'hydrogène qui est libéré, et comme l'hydrogène c'est très léger, ça monte en altitude, et donc ça se fait rapidement dégager par les vents solaires, vous vous rappelez tout ça? Et ça va être une des causes majeures de l'augmentation du niveau d'oxydation de la planète. Et ça c'est important pour plein de raisons, notamment, c'est une des raisons principales de la grande oxygénation qui a eu lieu il y a à peu près 2 milliards d'années et dont on va absolument pas parler parce que je suis désolé, j'ai dû faire des choix. Donc si je résume, on commence à avoir un début d'atmosphère, on a également une magnétosphère qui va commencer à protéger cette atmosphère, et la surface de la Terre est globalement recouverte de roches, toutes plus ou moins en fusion. Vous voyez Flore Lava? Voilà, c'est littéralement un océan de magma. Et c'est à peu près à cette période que la Terre va croiser le chemin d'une protoplanète qui s'appelle Theia. L'impact va modifier la direction de l'axe de rotation de la Terre, et c'est tant mieux, parce que c'est ce qui permet la succession des saisons. Vous vous rappelez les saisons? Non mais on n'en a pas du tout parlé des saisons. Je sais, je leur demande juste s'ils se rappellent de l'époque où on avait 4 saisons par an, à l'époque où le dérèglement climatique n'était pas aussi manifeste. Ça pique, Donc, en effet, la collision va changer l'axe de la Terre. Il y a des éclats des deux planètes qui vont partir un peu dans tous les sens, mais la Terre va prendre nettement moins cher que Theia. Et les débris vont se retrouver globalement à tourner en orbite autour de la Terre pour former un disque d'accrétion qui va ensuite s'agréger pour former la Lune. Coucou. Et à partir de là, il se passe un autre truc cool. La Terre a globalement fini de faire le ménage dans tout son voisinage, tout ce qui se trouve plus ou moins proche de son orbite. La magnétosphère commence à protéger de plus en plus des rayons solaires, ce qui va permettre à l'atmosphère de se densifier. Globalement, la planète prend de moins en moins cher de l'extérieur, moins de chutes d'objets, moins de rayonnement solaire direct. Bref, les choses se calment et la Terre va pouvoir commencer gentiment à refroidir, tandis que les roches en bas continuent de dégazer. Pendant le refroidissement, alors je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, il y a deux choses qu'on peut noter. Déjà, il y a des gros nuages qui se forment dans la haute atmosphère, ce qui va provoquer un effet de serre et ralentir le refroidissement de la Terre. Ensuite, il y a le CO2 qui s'accumule. Et là, pareil, je pense pas vous apprendre quoi que ce soit de nouveau, mais pareil, ça ralentit le refroidissement de la Terre. Toutefois, et ça c'est le deuxième point qui est important, et là je vais devoir prendre mon papier pour être sûr de pas mal prononcer les trucs, une écume de feldspath se forme et constitue une croûte terrestre de gabbros et d'anorthosite. Valentine, tu peux préciser un peu, s'il te plaît? C'est des roches. Merci. Super. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Soit on entre dans le détail, soit on n'y rentre pas. Bon, mettons que là, on rentre un peu dans le détail, s'il te plaît. Alors, c'est pas des roches. T'es sérieuse? Non, mais c'est pas juste des roches à la con, quoi. Même s'il n'y a pas vraiment de roches à la con. Déjà, le feldspath, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un minéral de la famille des silicates, et quand vous entendez silicate, il faut que vous pensiez d'une part silice, mais également Il faut que vous pensiez d'une part silice, mais également que vous pensiez oxyde métallique. Ah. Oui, parce que quand Bruce disait que l'oxygène c'était bien pour la grande oxygénation, même s'il veut pas en parler, avant cette grande oxygénation, il y a eu l'oxydation des métaux qui permet justement la formation de silicates. Et donc ça, c'est ce qui permet de créer la croûte terrestre. Alors, oui, sauf que ce feldspath est alors continuellement recyclé dans le magma. C'est une fine croûte terrestre, ok, c'est très prometteur, mais c'est absolument pas stable. D'accord. Et les autres machins, là, les gabbros et l'anorthose mes couilles, là, c'est quoi? Alors, le gabbro et l'anorthosite sont des roches magmatiques constituées principalement de feldspath, mais pas que. On peut noter que le gabbro, qui est le constituant principal de la couche inférieure de la croûte océanique, est également un des constituants de la surface de la Lune. Ok, et donc, tous ces machins sont pas stables à ce moment de l'histoire. Non, mais ça se stabilise il y a environ 4,4 milliards d'années. Et comment on sait ça?
Parce qu'on trouve en Australie des cristaux de zircon qui datent d'il y a 4,4 milliards d'années. Donc c'est bien qu'à l'époque, il y avait déjà une croûte terrestre stable. Enfin, plus stable en tout cas. Parce qu'en vrai, il n'y a rien qui était vraiment stable pendant encore pas mal de temps. Un peu comme ma santé mentale. Cela étant, la Terre va continuer de refroidir et la croûte terrestre va finir par devenir globalement stable. À ce moment-là, l'eau qui est dans l'atmosphère va commencer à se précipiter, les océans vont se former. Et peut-être même qu'à cette période, il a pu apparaître des micro-organismes dans ces océans. C'est possible, mais on n'en sait rien, à cause du grand bombardement tardif. dont on parle pas, donc. Bon, vite fait, c'est la période qui court de il y a à peu près 4 milliards d'années jusqu'à il y a à peu près 3,8 milliards d'années. On estime que sur cette période, il y a eu mal d'impact de météorites sur les planètes telluriques, donc la Terre, Vénus, Mars, Mercure, voilà, ainsi que sur la Lune. Et d'ailleurs, c'est l'étude des roches lunaires des missions Apollo qui ont mis en évidence cette période-là. Et pendant cette période, il y a un énorme machin dont la taille varie, on ne sait pas trop, entre 300 et 450 km de diamètre, qui est tombé sur Terre. Et l'impact a stérilisé les océans. Genre sec et net. Alors, il les a stérilisés à minima. Parce que si le machin faisait plutôt 450 km de diamètre, ou voire même peut-être plus grand, outre le fait d'avoir stérilisé les océans, il les a également vaporisés. Donc ils pouvaient bien être stériles, ils n'existaient plus. Non, voilà, on est clair, c'était une période pas calme. Toujours est-il qu'à la fin de cette période, les océans, ils sont là, ou sont de retour, c'est selon. La Terre, globalement, se refroidit, la croûte terrestre est plutôt stable, la magnétosphère protège l'atmosphère, on note quand même un mieux. Et on commence à voir popper les premiers micro-organismes sur Terre, en l'occurrence dans les mers, et on quitte l'éon Adéen pour entrer dans l'éon Archéen. Alors juste au niveau du nom, Adéen, ça venait de Hadès, pour des raisons qui sont évidentes, voilà. Et archéen, en fait, le arché, c'est un préfixe qui signifie ancien, c'est le même que dans archéologie. Arché. Et c'est également le nom d'un des premiers organismes donc, à peupler la Terre, en l'occurrence la mer, les archées, qui sont des cousins des bactéries, qui apparaissent d'ailleurs sans doute plus ou moins en même temps. Pareil pour les premières micro-algues. Mais avec les premières algues, la photosynthèse va pouvoir commencer. Et alors juste pour qu'on soit clair, à cette époque, ce qu'on qualifie de vivant, c'est la concordance de 3 caractéristiques. Le fait de pouvoir maintenir l'intégrité d'un individu. En gros, ce que ça veut dire, c'est que votre machin, dont vous savez pas trop s'il est vivant ou pas, il se disloque pas, il part pas en couille, il reste à peu près cohérent dans le temps. Le fait de pouvoir échanger des choses chimiquement avec son environnement pour maintenir son métabolisme, ce que nous on appelle respirer, se nourrir, chier. Et enfin, le fait de pouvoir d'une manière ou d'une autre se répliquer, se reproduire, créer de nouveaux individus. On va pas du tout parler de l'évolution de cette vie primitive, parce que je rappelle, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais sachez que cette vie va évoluer. Et avec elle, en même temps, la biochimie de l'écosystème va se complexifier. Et il y a environ 3,7 milliards d'années, la photosynthèse commence son cycle, d'abord dans un milieu anoxygénique, c'est-à-dire sans oxygène, puis 300 millions d'années plus tard environ, dans un milieu avec oxygène. Voilà. Il y a environ 3 milliards d'années, les premiers continents apparaissent. Alors, la tectonique des plaques, c'est un truc qui existait déjà, mais tant que les continents n'étaient pas hors de l'eau, l'impact n'était pas flagrant, si vous voulez. Là, maintenant, ça va commencer à se voir, etc. Et maintenant, on va aller un petit peu plus vite. On est il y a environ 2,5 milliards d'années et on entre dans l'éon protérozoïque. Le protérozoïque, dont le nom signifie première forme de vie animale, du proto, du première, voilà, zoo, comme un zoo, première forme de vie animale. Donc le protérozoïque va voir se développer toute une faune et une flore dans les océans, toujours dans les océans. Oui, à ce stade, la vie, c'est sous l'eau. Et sur cette période, on commence enfin à avoir des strates à peu près étudiables pour nous permettre de comprendre l'état de la planète à ce moment-là. Mais ce qui va surtout être important pour nous, espèces vivantes qui vivent hors de l'eau, c'est l'évolution, l'augmentation massive du taux d'oxygène dans l'atmosphère. Au début de l'éon, le taux d'oxygène, il est à peu près entre 1 et 2%. On voit cette évolution dans les strates, parce que dans les couches vraiment profondes,
on voit du rouge, en fait, qui est simplement de l'oxyde de fer, précisément de l'hématite, mais on va dire que c'est pareil. Non mais Non, mais si, c'est suffisamment bon, t'inquiète. Et cette augmentation du taux d'oxygène dans l'atmosphère va être cruciale, parce que c'est elle qui va permettre la formation de la couche d'ozone, qui va protéger la Terre contre les rayons UV. Et à partir de là, on va vraiment voir apparaître de l'évolution et de la complexification au niveau de la vie terrestre, en l'occurrence sous-marine. Et avec notamment les premiers organismes à respirer de l'oxygène. Là où les organismes avant respiraient de façon anaérobie. C'est-à-dire qu'ils fermentaient plus qu'ils ne respiraient, en réalité. Mais l'oxygène étant plus efficace pour produire de l'énergie et étant massivement disponible désormais, eh ben, les organismes qui utilisent de l'oxygène vont être naturellement favorisés dans le cadre de l'évolution. Parallèlement à tout ça, les continents qui jusque-là formaient la Pangée commencent à se déplacer, à se séparer les uns des autres. La Terre connaît une grande période de glaciation, 300 millions d'années de glaciation, ça fait beaucoup. Et quand elle en sort, il y a environ 2,1 milliards d'années, il y a une forte érosion qui fait chuter le taux de CO2 dans l'atmosphère. Et ça va être bien parce que ça réduit d'un coup l'effet de serre. Vous comprenez que globalement, tout ceci est un équilibre à trouver. juste, je peux expliquer pourquoi l'érosion fait chuter le taux de CO2 ? Oh bah avec plaisir, je t'en prie. Les silicates, c'est environ 97% des roches de la croûte terrestre. Et leur altération par l'érosion enchaîne une série de réactions chimiques qui toutes consomment énormément de CO2. C'est ce qui va permettre l'apparition d'argile et de sable, entre autres, mais également l'apparition des ions sodium, potassium, calcium, etc. qu'on trouve dans l'eau. Ah mais donc, c'est cool sous plein d'aspects ce truc. Mais oui! On appelle d'ailleurs tous ces processus une pompe à CO2. C'est un mécanisme qui fait partie du cycle du carbone et qui est très important dans l'évolution des climats passés de la Terre. Eh ben, j'ai trouvé ça super intéressant. Je pense même que ça mérite un pouce bleu pour le coup. Ah, de toute façon, la géologie, c'est hyper intéressant. J'ai pas non plus dit ça. Oui, mais... Il y a environ 1,5 milliard d'années, on voit apparaître les premiers organismes eucaryotes, c'est-à-dire vite fait qu'il y a un noyau dans les cellules. Et il y a environ 1,2 milliard d'années, l'apparition du sexe. Non. Les premières traces d'organismes capables de reproduction sexuée. C'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, il y a environ 720 millions d'années et il y a environ 635 millions d'années, plusieurs périodes de glaciation, avec à chaque fois des phénomènes un peu d'emballement, donc c'est assez marrant, c'est-à-dire que période de glaciation, donc d'un coup l'albédo de la planète augmente, donc elle renvoie les rayons du soleil, donc ça refroidit encore plus. Et puis après, quand ça se réchauffe d'un coup, ça s'emballe aussi, et puis ça se refroidit d'un coup, et puis ça s'emballe. Voilà, quoi. Vous le sentez, que le curseur, là, il n'a pas encore trouvé son point d'équilibre. Il y a environ 565 millions d'années, le noyau de la Terre se cristallise et on va enfin pouvoir entrer dans le dernier rayon, l'éon phanérozoïque. Bon, juste tout de suite pour la team premier degré, quand je dis que le phanérozoïque, ça court jusqu'à mardi prochain, c'est une blague. C'est juste pour dire qu'on est dedans, ok ? Respirer un bon coup. Ils sont cons ces premiers degrés. Je suis sûr qu'ils s'appellent genre Gaston. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Et pour le nom phanérozoïque, ça signifie vie animale visible, manifeste. Vous vous rappelez les phanères, on en a déjà parlé dans l'épisode sur le toucher. C'est la production épidermique apparente, c'est ça que signifie le mot phanère. C'est apparent, comme des ongles ou des griffes. Bref, le phanérozoïque commence avec les premières bestioles dont on a très clairement des fossiles. Là où les bestioles précédentes, on va pas se mentir, c'est plutôt l'impact sur l'écosystème qui nous donnait des indices de leur existence de telle ou telle manière. La vie va commencer à sortir de l'eau, Gérard, tout ça, et quelques centaines de millions d'années plus tard, on est là. Voilà. T'as quand même vachement rushé la fin, je trouve. Alors, oui, c'est vrai, mais déjà, parce que d'abord, c'était très long, et puis parce que je rappelle, c'était pas vraiment le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'était c'est quoi l'âge de la Terre ? Qui est donc environ de 4,5 milliards d'années. Exactement. Sauf que... Quoi ? Non, j'avais juste envie de dire sauf que. Ah, donc rien ? Non, rien. Sauf que... Ça me saoule. Putain, mais quoi ? Sauf que comment on a su pour l'âge de la Terre ? T'as pas l'impression d'avoir oublié un type un petit peu important dans l'histoire, là ? Oh putain, j'ai oublié Pat. Eh oui, t'as oublié Pat. Sur ce, je te laisse terminer, Bruce. Merci beaucoup et salut aux gens qui ont suivi la vidéo jusqu'ici. Je rappelle que j'ai une chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner, Science de Comptoir, ainsi qu'un compte Tipeee sur lequel vous pouvez donner du pognon. Plein. Non mais vas-y, fais comme chez toi. Ah bon ? Ah bah cool. Dans ce cas, vous trouverez le lien de ma dernière vidéo dans la description, ainsi que le lien directement dans le coin de votre écran, juste là. C'est bon ? T'as fini ? Ah c'est bon, j'ai fini. Allez, salut!
Du coup quoi, on a fini nous aussi? Bah non, j'ai pas du tout parlé de Pat. De quoi? Claire Cameron Patterson, que ses amis appelaient également Pat Patterson. C'est un géochimiste américain qui est né dans l'Iowa en 1922 et qui est mort en 1995. Et tu nous dis pas où il est mort? Non, parce qu'on s'en fout. En revanche, c'était important de dire que le gars était mort en 95, ça permet d'avoir en tête que le gars qui a permis de calculer l'âge de la Terre est mort 2 ans après la sortie en salle de Jurassic Park. J'aime bien qu'on garde en tête une espèce de frise chronologique un petit peu pour être capable de classer les différents événements là où ils sont, qu'on garde une notion de temporalité. D'autant qu'on n'avait pas attendu Patterson pour se poser la question de l'âge de la Terre. Pour le coup. D'ailleurs, rapidement, les estimations successives auxquelles on a eu droit au cours de l'histoire. Alors la liste n'est pas exhaustive. Par moments, c'est un petit peu folklorique, vous allez kiffer. Parenthèse. Je pense que ça ne va étonner personne d'apprendre que pendant pas mal de temps, on a considéré que l'Ancien Testament était un document historique qu'il était convenable de lire absolument littéralement, et que donc, à partir de ce bouquin, on devait être capable de calculer précisément l'âge de la Terre, puisque toutes les infos y sont, quoi. Et donc, les premières estimations bibliques, celles qui disent que tout a été créé littéralement en 6 jours, donnent un âge de la Terre d'environ 6000 ans. Johannes Kepler estime donc que l'origine de la Terre remonte à environ moins 3993, ce qui est somme toute une estimation extrêmement précise, quand on sait qu'elle est basée sur absolument rien. Isaac Newton va également se poser la question, mais attention, Isaac Newton, c'est pas un glandu comme Kepler, il va pas y aller au doigt mouillé comme ça. Il va utiliser l'ensemble de toutes ses connaissances astronomiques qu'il a acquises vraiment avec les années, ainsi que ses connaissances bibliques, et il va estimer que Kepler s'est trompé. La Terre n'est pas apparue en moins 3993, mais en moins 3998. Soyons sérieux. Oui, parce que sinon, il y a tout qui tombe 5 ans plus tard, et alors là, c'est n'importe quoi. Je passe rapidement sur l'archevêque anglican d'Armagh et primat d'Irlande James Ussher, qui en 1640 annonce sans bégayer que l'origine de la Terre, c'était le 23 octobre moins 4004 à midi. Et pour info, c'était un dimanche. Bien plus tard, on va commencer à avoir une approche un peu plus sérieuse, un peu plus scientifique de la question. On va commencer à étudier les couches géologiques de la Terre, ce qu'on appelle la stratigraphie. Non mais t'es sérieux? On comprend que chaque couche se dépose l'une après l'autre, et que voilà, en étudiant ces couches, on est capable de comprendre l'ordre chronologique dans lequel les événements se sont produits. En revanche, on ne sait pas dire combien de temps il faut à une couche pour se produire. À partir de là, il va y avoir des gens qui vont y aller au doigt mouillé, Ils vont dire, oui, alors 1 mètre, c'est environ 100 000 ans. D'où, on ne sait pas, voilà. Et donc, ça va donner lieu à des estimations parfois un peu divergentes, il est vrai. La Terre serait donc âgée de quelques milliers ou quelques milliards d'années. Ah, ouais. Ce que dans le milieu on appelle la méthode 12 parsec. Edmond Halley se dit que peut-être qu'on peut estimer l'âge de la Terre en étudiant le sel dans les océans. Et oui, parce que les rivières sont pas salées. En fait, c'est par érosion qu'elles amènent du sel jusque dans les océans. Et donc, si on prenait en compte toutes les rivières du monde et qu'on étudie la variation du taux de sel dans les océans, tout ça, peut-être qu'on pourrait déterminer le temps qu'il a fallu pour salinifier, pour mettre du sel, pour saler les océans. Alors évidemment, il y a plusieurs problèmes. Le premier déjà, c'est que le sel des océans ne vient pas exclusivement des rivières. Et ensuite, assez évidemment, même en imaginant que tous ces calculs soient nickel, genre au poil de huc et tout, tout ce que ça permettra d'estimer, c'est le temps qu'il a fallu pour saliniser les océans. Mais si avant, il n'y a rien qui dit que les océans avant, il n'y a pas eu 500 milliards d'années d'océans d'eau douce. On ne sait rien. Mais Edmond Halley, c'est un gars sérieux, c'est un gars sûr, d'accord? Donc il va aller dans son coin pour faire ses calculs, et puis il va revenir, et puis il va annoncer aux gens, il va dire attention, la Terre est plus vieille que ce qu'on croit. Et là, j'avoue, clairement, il ne s'est pas fait un claquage. Même si techniquement, il a raison. Je passe rapidement sur l'hypothèse de Lord Kelvin, qui elle-même repose sur l'hypothèse de Georges-Louis Leclerc de Buffon. Hypothèse très intéressante au demeurant, l'hypothèse de Buffon, c'était de dire que la Terre, en fait, à la base, ça avait été une immense boule de roche en fusion,
et qui s'est simplement refroidi dans la durée. On commence à être pas mal. Et alors Buffon, il va essayer de se dépatouiller comme il peut avec ça, sans trop faire de calculs. Voilà. Et il va estimer que la Terre, globalement, elle doit avoir 75 000 ans. Mais Lord Kelvin, dont l'hypothèse se base sur l'hypothèse machin, lui, il va utiliser tout son savoir en matière de chaleur. Je rappelle qu'il s'agit de Lord Kelvin, s'y connaît un peu en chaleur. Et il va faire ses calculs et il va estimer que la Terre, elle doit avoir entre 20 et 500 millions d'années. Déjà mater la gueule de la fourchette, hein, mais surtout le truc, c'est qu'il va estimer aussi l'âge du Soleil à 110 millions d'années. Donc il va se dire, ah, j'ai vu trop grand pour la Terre. Donc l'âge de la Terre, il va plutôt la situer entre 20 et 50 millions d'années. Plus soft. Et à l'époque, quand Lord Kelvin va dire à la communauté scientifique, la Terre, elle a entre 20 et 50 millions d'années, eh ben la communauté scientifique, elle ferme bien sa gueule. C'est Lord Kelvin quand même. Donc il n'y en a pas un qui a moufté. Sauf Darwin. Bah oui, parce que Darwin, il voit bien que les espèces n'ont pas pu évoluer aussi rapidement. Il n'a pas pu avoir toutes les évolutions qu'il a constatées en moins de 50 millions d'années. Pour lui, c'est pas possible. La Terre, elle a au moins 300 millions d'années. Et on lui dit gentiment de se calmer et de fermer sa grande gueule de barbu. Et Darwin se rétracte. Il se rétracte pour dire « Ouais, je me suis trompé. La Terre n'a pas 300 millions d'années. Elle doit plutôt avoir plusieurs milliards d'années. En vrai. » Et le gars aura eu raison. Hein. Ce qui fait que, en gros, quand on en arrive à Pat Patterson, voilà, si on veut se fâcher avec personne, il y a au moins un consensus pour dire que la Terre doit avoir au moins 50 millions d'années. Voilà. Là, on ne prend pas de risque. Pat Patterson va s'intéresser au plomb. Petite précision quand même, Pat Patterson ainsi que son épouse d'ailleurs vont découvrir ce qu'est la spectrométrie de masse pendant le projet Manhattan. Voilà. Il y a environ 50 000 ans, s'est écrasé en Arizona un météorite d'une cinquantaine de mètres de diamètre qui devait peser dans les 300 000 tonnes, ce qui a causé la formation du canyon Diablo. Et Diablo, en espagnol, ça veut dire diable. L'impact a quasiment vaporisé l'intégralité de la météorite, dont il ne reste plus qu'une trentaine de tonnes. Et justement, Pat Patterson va étudier le plomb, ou plutôt les isotopes du plomb, dans ce qu'il reste de la météorite, pour essayer de déterminer l'âge de la Terre. Et comment il va faire ça? Il va partir de l'hypothèse raisonnable que les météorites du système solaire, ainsi que la Terre, ont été formées à peu près en même temps. Et que donc, s'il est capable d'estimer l'âge de la météorite du canyon Diablo, en étudiant les isotopes du plomb, eh ben, il pourra en déduire une estimation de l'âge de la Terre. Et c'est ce qu'il va faire, il va estimer l'âge de la Terre à environ 4,55 milliards d'années, plus ou moins 70 millions d'années. Et il va faire ce calcul en 1953. Mais vous pensez bien que nous, depuis, on a été capable de faire des estimations plus précises. Quand même. En 2012, on a effectivement réestimé l'âge de la Terre, avec une précision cette fois-ci de l'ordre de 20 millions d'années seulement. On est quand même beaucoup plus précis. C'est-à-dire que la marge d'erreur 20 millions d'années, c'était quand même l'estimation de l'âge de la Terre par Kelvin. Et donc on a fait nos calculs avec des technologies bien plus efficaces et bien plus précises que dans les années 50, et on est arrivé à la conclusion que l'âge de la Terre était de 4,55 milliards d'années. On a trouvé le même résultat, mais avec une plus petite marge d'erreur. Voilà, mais durant ces recherches, Pat Patterson va découvrir un truc assez marrant. Enfin marrant non, mais il va découvrir que le taux de plomb dans l'air, non seulement est élevé, mais est bien plus élevé que par le passé. Il va se rendre compte que, globalement, depuis qu'on extrait le plomb, c'est-à-dire depuis l'Antiquité, ça monte, mais que c'est vraiment depuis qu'on a des bagnoles que là, ça monte en flèche et que ça a pété les scores. Oui, parce qu'à l'époque, dans l'essence pour les bagnoles, on met du plomb. C'est un additif qu'on met d'abord parce que ça permet de lubrifier les soupapes. Enfin bon, globalement, c'est bon pour le moteur. Ça permet de retarder la détonation du mélange air-carburant. Enfin, globalement, dites-vous que quand il y avait du plomb dans l'essence, c'était mieux pour faire rouler les bagnoles. Et là, il faut que je prenne une minute pour vous parler d'un gars qui, si ça se trouve, c'est un mec très gentil dans la vie, mais on va tout de même le pourrir sa mère, Thomas Midgley Jr. Parenthèse. Thomas Midgley Jr., c'est un ingénieur américain qui est né en 1889, qui a pour le coup, lui, il a vécu l'arrivée des bagnoles en temps réel. Le gars dépose en 1926 un brevet pour une molécule qui s'appelle le plomb tétraéthyle, qui est donc l'additif au plomb qu'on met dans l'essence. Hein, voilà. Je veux dire, si aujourd'hui, quand vous allez à une station essence, il y a marqué essence sans plomb, comprenez bien que c'est parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps,
toutes les essences de bagnole contenaient du plomb. Ce plomb était ensuite évacué par les gaz d'échappement. Puis nous, on était à côté, puis on respirait ça tranquillement. On était bien. Il faut savoir 2 choses sur le plomb. D'abord, 1, ça s'accumule dans l'organisme. D'accord ? C'est très difficile de s'en débarrasser. Et 2, ça provoque des immenses saloperies. Gardez ça dans votre tête. Gardez ça. Voilà. Voilà, donc le gars a pourri l'atmosphère et sans doute causé indirectement la mort de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers de gens. C'est difficile à estimer, voilà. Mais c'est pas tout, il a fait d'autres trucs, mais pour la dramaturgie de l'effet, les trucs qu'il a fait par la suite, je vais en parler par la suite. Bon, Pat Patterson se rend bien compte qu'avoir du plomb dans l'air, c'est pas ouf, et donc il va lobifier sa race pour qu'on supprime le plomb dans l'essence. Pour que ça devienne interdit de mettre du plomb dans l'essence. C'est une aberration. Alors je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous opposer politiquement à l'industrie automobile ou au lobby du pétrole, mais c'est moyen fun comme projet. Pourtant il va y arriver, hein. Ça va mettre du temps, ça va mettre énormément de temps, parce qu'il va d'abord falloir montrer qu'il y a un lien entre le plomb dans l'essence et le plomb dans l'air, puis montrer qu'il y a un lien entre le plomb dans l'air et le fait de tomber malade. Enfin, tout ça va prendre des années. Mais à partir de 1973 et jusqu'en 2021, il y a eu une disparition progressive du plomb dans l'essence. Et on considère qu'aujourd'hui, depuis 2021, on considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus de plomb dans l'essence. Et Thomas Midgley Jr., qui s'en veut un peu quand même, parce qu'il se dit, putain, tout ça c'est à cause de moi, quoi. J'ai mis du plomb dans l'air, ça a causé des milliers de morts et tout. Il veut se racheter. Vous la sentez, la douille. Parenthèse, il entend parler de problèmes de fuite dans les réfrigérants. C'est-à-dire qu'à l'époque, dans les frigos, il y a un gaz qui circule pour refroidir du tétrafluorométhane, et que quand il y a une fuite de ce gaz, ce qui arrive quand même assez couramment, à la moindre étincelle, boum, fuite de gaz, quoi, des morts et tout, quoi. Il met alors au point les halogénoalcanes pour, je cite, s'excuser au monde entier. Ah non, je vous assure, il a vraiment voulu, il a dit ça, hein, il a voulu faire ça bien, il a voulu vraiment, voilà. Sauf que, il dépose le brevet d'une molécule, il passe plus d'1 an à bosser sur cette molécule, à s'assurer qu'elle n'est pas toxique, qu'on peut l'inhaler, que c'est sans danger, qu'on peut la mettre à côté d'une flamme, ça éteint la flamme, il ne se passe rien, il n'y a aucun danger. Nickel, elle est bien sa molécule. Et c'est ainsi que les CFC se retrouvent dans absolument tous les aérosols au monde, provoquant le plus gros trou de la couche d'ozone que l'histoire de la Terre ait jamais connu. Pour parfaire l'histoire du gars, sur la fin de sa vie, il était atteint de poliomyélite. Et donc, comme c'est un ingénieur, il a inventé un système de câbles et de poulies pour pouvoir s'extraire lui-même tout seul de son lit. Et le 2 novembre 1944, on l'a retrouvé mort, étranglé dans les câbles de son invention. Je veux pas faire de mauvais esprit, mais le gars, chaque fois qu'il touchait à un truc, il y avait des morts. Voilà, cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si tel est le cas, pensez bien à lui mettre un pouce en l'air et à le partager à au moins 3 personnes pour espérer voir le retour de l'être aimé. Un énorme merci à Valentine de la chaîne Sciences de Comptoir. Si vous connaissez pas la chaîne Sciences de Comptoir, allez-y, le lien dans la description, tout ce qui va bien. Voilà. Également un immense merci à Monsieur Ben de la chaîne Nota Bene. Normalement, j'ai pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez. Hein, Nota Bene, c'est comme moi, on fait partie des meubles chez YouTube, voilà. Mais si jamais vous ne connaissez pas la chaîne Nota Bene, vous pouvez y aller sans danger, c'est masterclass sur masterclass. Pensez bien à vous abonner ou à vous réabonner si vous avez été viré de la plateforme. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, bien sûr, restez curieux. Et prenez le temps d'y penser.